bonjour à tous, merci. On était très content de vous avoir, d'avoir Serge et Michel il y a une semaine en France, et on est maintenant très content d'être là avec vous. Et j'espère qu'effectivement ce type d'échange pourra à nouveau se renouveler de façon de plus en plus productive. Alors après les conférences de ce matin qui étaient en tout cas pour ma part j'ai trouvé particulièrement brillantes et axées plutôt sur des topics assez scientifiques, là je vais vous parler de prise en charge un peu plus générale, de revenir à des notions un petit peu plus générales de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, en essayant de vous illustrer ce qui se passe en France. Bon, j'ai pas toutes les données administratives de l'insuffisance cardiaque en France, mais je vais essayer de vous l'illustrer à travers les travaux qu'on mène au sein du groupe de travail, notamment au sein de quelques registres et de quelques initiatives qu'on essaye d'avoir dans cette prise en charge. Et également, ça permettra d'illustrer un petit peu quel est le rôle finalement d'un groupe de travail, par exemple, dans la Société française de cardio pour l'insuffisance cardiaque. Alors, on appuie sur vert pour celle d'après. Alors, quelques petites notions sur la démographie médicale française. Donc, en France, on a 65 millions d'habitants actuellement. On a 210 000 médecins. Alors, Serge a l'air de dire qu'on est ultra médicalisé. Rapporté au nombre de millions d'habitants, c'est vrai que c'est un petit peu plus qu'au Québec, c'est pas énorme, je sais pas, c'est énormément plus. Mais c'est vrai que sur cette proportion de médecins, on a beaucoup de spécialistes. La moitié sont des spécialistes. Et on a un peu moins de 6 000 cardiologues, dont une petite majorité travaille en secteur libéral. Alors, j'ai revu un certain nombre de textes avant de venir, et les prévisions en termes de démographie médicale sont quand même un petit peu pessimistes, avec une prévision, vous voyez, de moins 20% de cardiologues en 2020. Est-ce que ça sera un bien ou un mal? On peut en discuter d'ailleurs. Et également pour rappeler que peut-être contrairement à l'Amérique du Nord, la mortalité cardiovasculaire a un peu décru en Europe, ou au moins en Europe de l'Ouest. Et en France, c'est devenu seulement la deuxième... Enfin, seulement... c'est tant mieux. Ce n'est plus que la deuxième cause de mortalité, avec quand même un taux qui reste autour de 30% de mortalité liée à des problèmes cardiovasculaires. Alors, quel est le poids de l'insuffisance cardiaque en France? Il est assez similaire aux autres pays dits industrialisés, et il est assez similaire parce que les chiffres que je vous donne, en fait, c'est essentiellement des transpositions de chiffres qu'on a dans les registres, d'autres registres, notamment nord-américains. On a quelques données purement françaises, mais pas tant que ça. Donc on considère qu'il y a à peu près 1 à 1,5% de la population qui souffre d'insuffisance cardiaque, avec une moyenne d'âge qui est autour de 76 ans. Je vais vous montrer des données un peu plus précises tout à l'heure, qui fait à peu près 80 000 nouveaux cas incidents. Le taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque sur les données administratives est autour de 150 000 séjours par an, sur un total donc, de 11 millions d'hospitalisations en France annuelles. Et ce qui représente évidemment un coût très important. Le coût de l'insuffisance cardiaque, vous voyez, c'est presque 1% des dépenses nationales de santé. C'est essentiellement lié, ce qui n'est pas une grosse surprise, lié à l'hospitalisation. Alors le groupe de travail insuffisance cardiaque et cardiomyopathie de la Société française de cardio, à quoi ça sert? Alors on est une trentaine de cardiologues fidèles qui nous réunissons, qui venons de toutes les régions de la France, et notamment toutes les régions viticoles et fromagères de la France. Alors ça sert effectivement de temps en temps à déjeuner, puis à faire quelques dégustations, mais pas seulement. Et en fait, on s'est fixé un certain nombre d'objectifs. D'une part, des objectifs d'éducation, de formation, puisqu'on fait donc un congrès annuel qui a lieu donc à la mi-septembre. Et on a également 4 réunions annuelles qui sont des réunions de formation continue, mais également des réunions centrées sur la mise en place de registres, qui sont vraiment des réunions de travail. Alors on essaye de mettre en place un certain nombre de registres, je vous en présenterai notamment un, et également d'études cliniques. On a eu quelques études cliniques randomisées, multicentriques, initiées et fédérées par le groupe de travail. Et puis par ailleurs, on a essayé de mettre ou d'initier un certain nombre d'outils de formation, je reviendrai dessus à la fin, dont il y a maintenant en France depuis plusieurs années un diplôme universitaire d'insuffisance cardiaque qui est ouvert à tous les médecins, mais également aux paramédicaux, notamment aux infirmières, également aux kinésithérapeutes, qui est sur une année avec une soixantaine d'heures de cours, et puis un certain nombre d'outils autour de l'éducation thérapeutique sur lesquels je reviendrai plus longuement après. Alors, je vais vous évoquer donc cette prise en charge de l'insuffisance cardiaque, alors notamment l'insuffisance cardiaque aiguë, mais un petit peu au cours de son suivi à travers les registres qu'on a mis en place,
et notamment le registre OFICA qu'on a réalisé l'année dernière autour de la prise en charge du patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque aiguë. Alors, on avait des objectifs assez usuels, comme dans tout observatoire, de collecter des données épidémiologiques et de regarder un certain nombre de choses. Mais on a utilisé une méthodologie qui était un petit peu originale par rapport à beaucoup de registres. La plupart des registres se basent soit sur des données administratives, comme par exemple apparemment le registre canadien, où on reprend a posteriori tous les dossiers colligés avec un diagnostic d'insuffisance cardiaque, ou alors c'est des registres qui se font fil de l'eau, basés sur le volontariat, où les investigateurs incluent les patients au fil de l'eau, qui sont souvent quand même des patients un peu sélectionnés. Là, pour éviter un peu ces travers, notamment parce que de revenir sur les données administratives, on estimait que ce n'est pas très fiable en France, et puis de se baser sur un volontariat au fil de l'eau, ça marche difficilement sur le moyen et le long terme. On a voulu faire quelque chose de très concentré sur une journée, avec une photographie, sur une seule journée, en demandant l'adhésion du maximum de centres qu'on était capable de toucher. Et au cours de cette journée, il y avait un investigateur dans chaque centre, dans chaque hôpital, qui était un cardiologue, et qui devait inclure tous les patients de façon exhaustive qui étaient hospitalisés pour insuffisance cardiaque, qui n'étaient pas forcément admis ce jour-là, mais qui étaient en cours d'hospitalisation pour une insuffisance cardiaque aiguë, donc qui devaient faire le tour des services de cardio, de médecine interne, de gériatrie, de réanimation. Et puis après, les données donc, étaient colligées le jour d'inclusion, bien sûr, et puis à la sortie du patient, pour reprendre toutes les données obtenues au cours de l'hospitalisation. Et après, il y a un suivi qui est par contre complètement centralisé par une structure de la Société française de cardiologie. Alors, on a pu obtenir la participation de 170 hôpitaux, ce qui est pas mal, sur une seule journée. On peut considérer en France qu'on a à peu près 500 hôpitaux qui contiennent un service de cardiologie, unité de soins intensifs cardiologiques. Donc c'était quand même un taux de participation qui était important. Et on a pu donc inclure un peu plus de 1800 patients avec un diagnostic confirmé d'insuffisance cardiaque aiguë. Donc 1800 séjours hospitaliers sur un total d'à peu près 150 000 hospitalisations par an. Ça représente la vision de 1 à 2% de ce qui se passe pour ces hospitalisations. Alors, les patients ont été inclus dans différents hôpitaux. C'est majoritairement des hôpitaux publics, bien sûr, mais on a également eu l'adhésion d'un certain nombre de structures privées. On en a été assez contents, d'ailleurs. Je vais regarder sur la gauche, parce qu'effectivement, sur la droite, c'est pas très facile. Et quand on répartit les hôpitaux selon leur taille et selon l'existence ou pas d'un service de chirurgie, l'existence d'un plateau technique invasif, vous voyez qu'on avait une répartition assez homogène dans ces trois types de structures. Les patients étaient évidemment inclus majoritairement dans les services de cardio, départements de cardio classiques, avec ou sans soins intensifs, mais un quart des patients étaient également inclus dans des services de médecine interne et de gériatrie, ce qui était assez intéressant. Alors on a eu l'ambition de s'intéresser au parcours de soins du patient, ce qui était un peu compliqué. Le parcours de soins avant l'admission et le parcours de soins après la sortie du patient. Alors on a essayé c'est pas forcément facile à représenter, on a essayé de regarder le nombre d'acteurs médicaux qui intervenaient dans la prise en charge du patient entre le premier appel du patient, parce qu'il ne va pas bien, on va dire, et puis son admission finale dans un service de cardiologie ou de médecine interne quand c'était le service d'admission finale. Alors en France, mais je pense que ce n'est pas très différent pour vous, donc il y a plusieurs façons de rentrer à l'hôpital, donc ça peut être par le généraliste, un cardiologue de ville, ça peut être par le service des urgences, et on a également une petite particularité d'avoir, enfin c'est pas une particularité, on a un numéro d'appel général qui est le 112 pour toute l'Europe, ou le 12 pour la France, et par ce biais-là, là c'est une particularité, on a ce qu'on appelle les ambulances SAMU en France, qui sont des ambulances médicalisées. Donc quand un patient appelle le 112, il tombe sur une régulation centralisée qui envoie, selon l'interprétation du coup de téléphone, soit une ambulance du SAMU, soit les pompiers, soit éventuellement un cardiologue libéral. Alors vous voyez que le premier acteur médical reste quand même majoritairement, y compris dans l'insuffisance cardiaque aiguë, le généraliste en France. Le cardiologue libéral interfère très peu. Évidemment, les services d'urgence sont l'autre acteur important.
Alors, je ne rentrerai pas trop dans les détails parce qu'après ça devient trop compliqué, mais juste pour illustrer le nombre d'acteurs, il y a finalement beaucoup d'acteurs médicaux qui interfèrent dans la prise en charge initiale de ces patients. Et vous voyez que dans presque la moitié des cas, il y a au moins 2 acteurs médicaux. Dans un quart des cas, il y en a 3. Et dans 10% des cas, il y a même 4 acteurs médicaux. Quand je dis 4 acteurs médicaux, ça va être 4 examens médicaux, 4 avis, etc. Donc ça laisse sous-entendre qu'il peut y avoir un délai de prise en charge qui est quand même particulièrement compliqué et un peu long. Alors, dans ces 1800 patients qui ont été hospitalisés, les scénarios cliniques seront répartis de façon assez classique. On a essentiellement des œdèmes pulmonaires, des insuffisances cardiaques globales, et on a 6% choc cardiogénique qui est habituellement retrouvé dans ce type de registre. Voilà les caractéristiques de base obtenues à l'admission des patients. Alors déjà, si on regarde l'âge, pas une grosse surprise, mais c'est quand même particulièrement élevé. Donc 76 ans de moyenne d'âge et une médiane à 79 ans. On a toujours un petit peu plus d'hommes que de femmes, mais pas beaucoup plus. Quand on regarde la FEVG, on n'a que 30% de patients qui ont réellement une insuffisance cardiaque à AFE préservée, donc avec une FE supérieure ou égale à 50%, et la moitié qui ont une FEVG inférieure ou égale à 40%. Donc toujours pareil, à peu près la moitié des patients ont une cardiopathie ischémique. Si on regarde la fonction rénale à l'admission, on voit qu'elle est relativement conservée en moyenne, mais on a quand même un certain degré d'insuffisance rénale dans les 2/3 des cas, et même une insuffisance rénale sévère dans 15% des cas à l'admission. Ça, c'est les taux de BNP, de NT-proBNP. Vous voyez qu'en France, dans 82% des cas, on avait un taux de BNP, de NT-proBNP à l'admission. J'y reviendrai un peu après. Mais c'est vrai qu'en France, on est assez friand de ce dosage. Alors ça, c'est une autre diapositive pour illustrer la répartition des fractions d'éjection ventriculaire gauche. Bon, simplement, ça illustre assez joliment, je trouve, la répartition un peu différente des FEVG selon qu'on est un homme ou une femme, avec évidemment une dysfonction ventriculaire gauche plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. La cardiopathie sous-jacente, donc à nouveau, on retrouve, comme je disais précédemment, presque dans la moitié des cas l'existence d'une cardiopathie ischémique, et dans 1/3 des cas une cardiopathie hypertensive, donc ce n'est pas juste une hypertension artérielle, mais que l'investigateur estimait comme avoir une cardiopathie hypertensive, donc le plus souvent une hypertrophie ventriculaire gauche. Ce qui est juste intéressant éventuellement à noter, c'est que dans 1/4 des cas, l'investigateur considérait qu'il y avait une maladie valvulaire significative qui était en partie responsable de l'insuffisance cardiaque. Donc ça paraît assez peu dans les registres habituellement, l'impact important des valvulopathies dans ces histoires-là. Et dans 1/3 des cas, il y avait plus d'une cause, on va dire, plus d'un seul. La cardiopathie n'était pas juste unique, mais il y avait plus d'une cause. Alors pour ce qui est des comorbidités chez ces patients, donc à nouveau, on retrouve des comorbidités très fréquentes, donc plus d'une comorbidité chez presque la moitié des patients, plus de 2 comorbidités chez 30% des patients et plus de 3 comorbidités chez 12%. De loin, la comorbidité la plus fréquente, c'était le diabète, dans à peu près 1/3 des cas, et la BPCO et l'insuffisance rénale assez sévère, ainsi que l'obésité dans un peu plus de 15% des cas. Vous voyez que pour ce qui est des troubles cognitifs et les syndromes dépressifs, on s'attendait à en avoir un peu plus. Finalement, ça n'était retenu que dans 7% des cas, mais je crois que les cardiologues ne sont pas très bons pour être capables, pour quantifier les syndromes dépressifs et les troubles cognitifs. Et on a un autre observatoire, dont je ne parlerai pas là, qu'on a fait il y a très peu de temps, chez les patients très âgés, vus par des cardiologues. Et en fait, en utilisant un test assez simple pour évaluer les troubles cognitifs, ces troubles cognitifs sont retrouvés chez la moitié des patients de plus de 70 ans. Donc probablement qu'on les sous-estime de façon très fréquente. Alors, les facteurs précipitants de ces hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Alors, on était peut-être un petit peu surpris d'observer que finalement le syndrome coronaire aigu n'était la cause de la décompensation cardiaque que dans à peu près 15% des cas, que ce soit syndrome coronaire aigu avec sus-décalage ou sans sus-décalage du segment ST. Par contre, les infections et les troubles du rythme essentiellement supraventriculaires, étaient retrouvés dans 1/4 des cas respectivement. Défaut de compliance, c'est pareil, je m'attendais à trouver quand même
un défaut de compliance, c'est-à-dire une rupture thérapeutique ou des écarts de régime un peu plus fréquemment, mais ça n'était invoqué que dans un peu plus de 10% des cas. Probablement, à mon avis, il a également sous-estimé.